Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette deuxième conférence de la saison. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme qui vient nous parler d'histoire. Vous savez que dans notre cercle, on fait des conférences qui sont politiques, certainement, et donc plus engagées même. Et puis aussi, on propose des regards sur la société européenne, en particulier leur histoire, leur sociologie. Et donc là, on est plutôt dans ce type de conférence, même si évidemment, ça va faire écho à un certain nombre de questionnements personnels, j'imagine, sur des questions politiques plus globales, et aussi sur même des questions géopolitiques, puisqu'on va parler de la Russie. La Russie, ça fait partie comme des acteurs qui reviennent quelque peu dans l'actualité, et je pense que cette conférence va permettre d'apporter un regard sur ce qu'est la Russie. On parlait là, en aparté tout à l'heure de l'âme des peuples, ça va sans doute vous apporter des informations sur l'identité politique de la Russie que cette conférence. Alors notre conférencier, Martin Martineau, c'est un jeune historien, un jeune vulgarisateur en histoire. Alors c'est, on va dire ça comme ça, notre premier youtubeur. Le néologisme pas forcément très joli, mais c'est une profession, dirons ça comme ça, effective. Aujourd'hui, il y a tout un développement de la vulgarisation scientifique sur Internet, vous le savez sans doute. Beaucoup de chaînes, notamment aussi d'histoire, et certaines qui fonctionnent bien. Et je ne vais pas citer les plus connus. Alors, avec ces chaînes, il y a beaucoup de qualité en vérité, donc je vous conseille comme de les regarder. Il y a aussi souvent un défaut, c'est qu'ils ont une certaine orientation politique dont ils se cachent de moins en moins pour les plus connus. Peut-être une orientation politique qui nous déplairait un petit peu, je ne vais pas vous le cacher également. Ça ne dispense pas forcément de les regarder, et des fois ça peut être intéressant, mais il n'empêche. Alors avec Martin, on a une chaîne particulière. Martin, c'est pas une chaîne en vrai politisée, c'est vraiment une chaîne qui est une chaîne d'histoire, avec un regard sportif d'historien, avec malgré tout des thèses qui sont parfois défendues, indubitablement, donc, mais qui sont justifiées, argumentées, avec la reconnaissance éventuellement des possibles critiques que l'on pourrait faire sur ces thèses. Donc il y a une vraie honnêteté intellectuelle dans le travail qui est fait. Et ce jeune homme-là, donc, il a créé une chaîne, je ne sais pas, il y a combien d'années, peut-être 2021, qui s'appelle L'étoffe d'un chef. Okay, une chaîne d'histoire, donc l'expression dit son ambition initiale, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui fait qu'un chef d'État ou qu'un grand leader politique a été leader politique, a marqué, a réussi à maintenir son pouvoir, et de cette idée initiale qui a dérivé vers des réflexions plus globales sur les univers politiques du 19e, 20e siècle, sur tous les continents. Donc c'est un jeune homme qui a travaillé sur toute une série de sujets, et des sujets parfois très pointus, très originaux. Il y a toute une série de vidéos sur l'histoire africaine, le Rwanda par exemple, et qui sont d'une qualité vraiment impressionnante. Je conseille ceux qui sont intéressés par ce sujet qui fait débat sur l'histoire de la responsabilité de la France, qui n'existe pas pour toi, dans le génocide du Rwanda. Donc, on a une vidéo, elle doit faire 1 heure, je sais pas, elle est très... C'est une suite de 5 vidéos, et là j'ai... Et vraiment, vous avez un travail très détaillé. Donc vraiment, si vous voulez avoir une connaissance sur des sujets très fouillés, parfois très précis, eh bien, donc, vous avez ici quelqu'un qui vous propose quelque chose. Et il y a une réussite désormais de cette chaîne, puisque tu arrives à presque 55 000 abonnés. Exactement. Donc c'est une chaîne qui commence à véritablement monter, et c'est un plaisir que de voir un regard autre qui est aujourd'hui porté dans le YouTube français, pour à nouveau utiliser cet anglicisme-là. Et on le remercie beaucoup d'être présent. Alors son sujet, c'est un sujet d'histoire, un sujet dont l'intitulé met en avant un personnage que vous connaissez forcément, qui est Staline. Mais c'est un sujet, oui, qui veut aussi interroger des réalités profondes de l'identité politique russe, puisque, en tout cas la thèse qui semble être défendue dans l'intitulé, on verra, c'est qu'il y a peut-être aussi dans la politique, qui a cette particularité parce qu'elle est héritière de la pensée communiste, aussi une justification de la violence qui tient peut-être à une manière de fonctionner au sein de la Russie.
Donc il va interroger son sujet, son personnage de Staline au travers de cette idée-là, j'imagine. C'est-à-dire que à quel point il y a chez Staline un héritage d'une violence politique antérieure. Peut-être que ça pourra vous amener aussi à poser des questions sur la suite, sur l'identité politique russe, quoi qu'on pense de la Russie. Hein. Il s'agit de voir comment fonctionne un pays, comment fonctionne un peuple. On est plutôt un cercle qui considère qu'effectivement les peuples existent, ont une histoire et une manière de fonctionner qui leur est propre. Et on va explorer cette idée-là avec le peuple russe. Donc merci à Martin de sa présence parmi nous. Merci à toi, Régis. Alors pour introduire ce sujet, j'ai pensé à quelque chose que j'avais vu du temps de la dernière élection présidentielle. Vous vous souvenez peut-être, c'était lorsque tous les candidats à l'élection étaient invités dans une petite émission qui s'appelait Au Tableau. C'est-à-dire qu'on envoyait les candidats devant des petits deux enfants en fait, et ils devaient s'exprimer sur certains sujets. Et l'un d'eux, c'était Fabien Roussel, qui s'est vu interroger sur ce qu'il pensait de Staline. Alors un moment un petit peu délicat, et Fabien Roussel explique que pour lui, Staline est à la fois un peu bon et un peu mauvais. Un peu mauvais parce qu'il a été la cause de millions de décès dans son pays. Il ne semblait pas en tout cas le contester. Et d'un autre côté, il le mettait entre les deux parce que il disait c'est quand même quelqu'un qui a vaincu Hitler, il a vaincu les nazis. Et donc voilà, il n'osait pas le catégoriser comme ça en bon ou en mauvais. Alors cette séquence a tourné un peu et beaucoup de gens se sont un peu moqués, se sont fait un peu gorge chaude de ce qu'il avait dit. Même les élèves qui étaient devant lui, à vrai dire, se moquaient un peu de lui, c'était assez amusant. Pour ma part, je ne dirais pas que je suis en désaccord parce que, incontestablement, Staline a vaincu les nazis, c'était pas moi qui irais le nier. Ce qui m'a surpris, c'est plutôt, je dirais, c'est étonnant d'entendre ça de la part d'un communiste parce que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas un peu cet univers-là, spontanément on se dirait ce qu'il faudrait défendre chez Staline, c'est en tant que communiste, il a fait des mesures qui passent pour être des mesures d'égalité sociale, de progrès social, de justice sociale. Staline, c'est la collectivisation des terres. On se mettrait à la place d'un communiste, ça devrait être quelque chose de plutôt bon. Il aurait pu parler de la fin de la NEP, hein, c'est quand même lui qui met fin à la loi du marché dans son pays. Il aurait pu parler de ça. Interdiction du commerce privé. Non, en fait, Fabien Roussel n'a parlé de rien de tout ça, sans doute parce que ces points sont trop controversés. Donc, il préfère me dire, non, c'est l'homme qui a vaincu les nazis. Alors, pourquoi pas? Ok. Et ce que je voudrais soumettre à votre réflexion, c'est justement, qu'est-ce qui s'est exactement passé en 1941 et jusqu'en 1945? Comment est-ce que les Russes appellent cette guerre? Ce que nous appelons la Seconde Guerre mondiale. Vous le savez, elle a un surnom, elle a un nom chez les Russes. Est-ce que vous savez quel est ce nom? La Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique, exactement. C'est pas la Grande Guerre marxiste, c'est pas la Grande Guerre antifasciste, c'est pas la Grande Guerre communiste, c'est la Grande Guerre patriotique. C'est-à-dire que Staline, en 1941, visiblement, fait le choix de faire un combat pour la patrie, pour la Sainte Russie. En fait, tout simplement, il mobilise toutes les ressources de son pays. Ces ressources peuvent être évidemment matérielles, industrielles, son armement, mais en fait, il mobilise également des ressources symboliques, historiques. Il se place lui-même dans la continuité de l'histoire de la Russie. Dit autrement, nous ne sommes pas que l'Union soviétique. Battez-vous, pas uniquement, si ce n'est pas pour l'Union soviétique que vous vous battez, au moins battez-vous pour la Russie. Ils se battent. Finalement, les Russes se battent en tant que Russes, en 1941 et jusqu'en 1945. Alors, la Russie, c'est quoi? Juste très brièvement, bon, c'est un pays dans lequel on parle le russe, on pratique la religion orthodoxe, en tout cas avant 1917, et probablement encore après. Quel est le régime politique de la Russie avant 1917? Est-ce que vous connaissez le nom qu'on donne à ce régime? Oui? Le tsarisme. On pourrait dire le tsarisme. Est-ce qu'il porte-t-il un autre nom, vraiment? Par exemple, nous, on dirait, on vit dans une démocratie, en tout cas, c'est comme ça que le régime se considère. On pourrait parler d'aristocratie. Est-ce que vous savez le terme équivalent en Russie, le terme qui est assumé par le pouvoir? Oui. L'autocratie. L'autocratie, exactement. Et d'ailleurs, je vais le noter. Le régime politique de la Russie, c'est l'autocratie. C'est bien, je vérifie pour que ce soit bien. Ouais. Oui, c'est bon. J'ai eu un doute. Ok. Effectivement, c'est l'autocratie.
C'est un mode de gouvernement où un seul homme, choisi par Dieu, tient la totalité du pouvoir. Évidemment, ce terme est totalement assumé avant 1917, il ne l'est évidemment plus après la Révolution. Et donc c'est une sorte d'idéologie officielle, même si c'est pas, bon, le mot idéologie n'est peut-être pas approprié, mais voilà. Notre question d'aujourd'hui est: y a-t-il une continuité entre les tsars du passé et Staline? Ou autrement dit, est-ce que Staline ne serait-il pas un tsar comme les autres? Le premier élément que je voudrais apporter, c'est qu'il y a une continuité géopolitique qui est naturelle entre eux. Ça paraît évident, ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde, enfin en tout cas c'est pas évident pour un communiste. Pour un communiste, la révolution, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être quelque chose, une sorte de rédemption. Après 1917, eh bien tout devrait être parfait, les vicissitudes de la géopolitique ne devraient peut-être pas y avoir leur place. Et pourtant ce n'est pas ce que nous a appris l'histoire. Ce que nous a appris l'histoire, c'est que certes avant la révolution il y a la guerre, il y a l'injustice, la barbarie, il y a le capitalisme. Et puis après la révolution, c'est pas le paradis sur terre, il y a encore, je dirais, il faut encore assumer la conduite de la guerre et de la paix en Russie, il faut encore assurer la fiscalité avec tout ce qu'elle peut supposer de difficile, il faut la violence, les contraintes, le recrutement, il faut assumer beaucoup de choses. Il y a aussi encore des crimes de guerre après 1917, parce que on en fait toujours un peu des crimes de guerre. Il y a encore de l'injustice, parce que les guerres qu'on mène, et même les guerres révolutionnaires, même quand elles sont justes, elles continuent quand même à générer des injustices. Et donc non, le monde d'après 1917 n'est pas si différent que le monde d'avant 1917. Alors qu'est-ce qu'il en pense Staline, lui, de tout ça? Lui, il dira que la géopolitique qu'il mène, elle est pure, elle est blanche, elle est sans tache. Elle est une continuité de ce qu'a fait Lénine, c'est ce qu'il pense. Mais pourtant, il n'est pas aveugle, il voit bien qu'il y a une continuité avec les anciens tsars. Quand on regarde ce qu'il fait, quand Staline conquiert le Caucase en 1921, est-ce que c'est si différent que Alexandre Ier qui conquiert le Caucase un siècle plus tôt? Lorsqu'il partage la Pologne, je vous rappelle qu'il partage la Pologne en 1939, est-ce que c'est si différent que les anciens partages de la Pologne qui ont été faits au XVIIIe siècle, à l'époque de la Grande Catherine? Et lorsqu'il russifie les pays baltes, est-ce que ce ne serait pas aussi une continuation de ce qu'ont fait les derniers tsars, Alexandre III, Nicolas II, ont russifié notamment la Finlande, les pays baltes? Bon, il y a une continuité géopolitique, elle est évidente, elle s'impose à l'esprit, et donc pour la justifier d'une certaine façon, il décide de relire un peu l'histoire de la Russie en expliquant que il y a certains tsars qui sont un peu progressistes, ou du moins il y a un certain progressisme dans la politique des tsars. Ils ont construit une puissance qui était appelée, la puissance russe, une puissance qui était appelée à un jour réaliser la délivrance de l'homme, en fait, tout simplement. Donc, et cette idée, il l'a fait un peu infuser à travers une politique culturelle, puisque, vous le savez sûrement, Staline a une politique culturelle extrêmement active, et qui passe notamment par des films. C'est dans cette démarche-là, par exemple, qu'on voit apparaître Eisenstein, qui fait plusieurs films sur l'histoire de la Russie. Je ne sais pas si vous connaissez certains de ces films. Alexandre Nevsky, par exemple, juste avant la guerre, et puis Ivan le Terrible, un film qui date de 1946, si je ne me trompe pas. Donc voilà, les chefs-d'œuvre d'Eisenstein, ils naissent justement d'un désir de rénovation de l'histoire russe. Et d'ailleurs, lorsque Eisenstein va donner un regard trop négatif sur Ivan le Terrible, ça va déplaire à Staline. On va voir la raison au cours de cette conférence. Donc ça, c'était, disons, ma première idée, la plus évidente. Il y a une continuité géopolitique entre les tsars et Staline. Dans cette conférence, je vais vous proposer je ne peux pas évidemment vous parler de toute l'histoire de la Russie, elle serait trop longue pour le temps qui m'est imparti. On va prendre 2 tsars. En fait, au total, 3 personnages vont nous intéresser, évidemment Staline. Et puis, j'ai choisi 2 tsars parmi les plus célèbres de l'histoire russe. Ivan le Terrible. Et Pierre le Grand.
Donc, si vous voulez peut-être les situer chronologiquement, Ivan le Terrible, il règne de 1533 à 1584, et Pierre le Grand, 1682, je crois, jusqu'à 1725. Histoire de savoir de quoi on parle. Staline, bien sûr, 1929-1953. Alors, bon, Ivan le Terrible, véritable fondateur de l'Empire russe, c'est lui qui prend la ville de Kazan notamment. On va être amené à en reparler. Donc on est milieu du 16e. Donc c'est un peu l'époque Renaissance pour nous, même si on ne peut pas vraiment parler de Renaissance pour la Russie. Et si vous voulez le situer chronologiquement, par rapport à l'histoire de France, il arrive au pouvoir en même temps qu'Henri II chez nous. Et c'est un personnage extrêmement important de l'histoire russe. Pierre le Grand, son objectif c'est de rattraper le retard technologique un retard de civilisation, disons, de la Russie vis-à-vis de l'Occident. Il veut rattraper ce retard. On va en reparler, et c'est aussi lui qui déplace la capitale à Saint-Pétersbourg, au bord de la mer Baltique. Puisqu'avant, la capitale ici c'est Moscou, sous Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg, et les communistes l'ont fait revenir à Moscou. C'est simplement des considérations générales que je donnais, histoire que il y a une certaine chronologie qui soit mise en place. Je vais vous parler, pour commencer, de Staline et de Pierre le Grand. Staline est très connu pour, en 1929, avoir réalisé une politique d'industrialisation massive dans le cadre de plans. On est dans une économie planifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de loi du marché. C'est l'État qui fixe les prix, les rythmes de production. Donc ces plans, on les appelle les plans quinquennaux, il va y en avoir toute une série. Et ce plan quinquennal, celui de 1929, le premier, est très connu, puisqu'il essaye de faire à la Russie un bond industriel, pour doter la Russie d'une industrie très forte. Donc, dans le cadre de ce plan, les journées de travail sont allongées, les cadences accélérées, on importe des méthodes de production tayloriennes. Donc ça veut dire la standardisation, l'automatisation du travail. Des milliers de paysans sont arrachés des campagnes pour les faire travailler dans les zones industrielles. C'est une époque de très grande mobilité sociale. Voilà, le nombre d'ouvriers passe de 4 millions à 12 millions. C'est tout à fait jamais vu. Et c'est l'époque où on va faire des grands projets. Voilà, le complexe sidérurgique de Magnitogorsk, le barrage géant sur le Dniepr, et le canal Staline, un canal qui relie la mer Blanche et la mer Baltique. Pour vous donner une idée, alors ce canal Staline, il a été fait, je crois, Applebaum nous dit que 25 000 personnes seraient mortes sur les chantiers. Il faut savoir que les ouvriers sont en fait des détenus des goulags qu'il fait travailler, et c'est dans des conditions absolument terribles. Les journées sont écrasantes, et finalement tout ça pour avoir un canal qui au final a une profondeur trop faible pour le tirant d'eau de la plupart des navires russes. Donc un projet qui est plutôt un échec, donc qui est considéré comme un échec aujourd'hui, et pourtant qui a eu un coût humain considérable. Et c'est certainement pas le seul projet qui est sur ce modèle-là en Russie. C'est une époque où les conditions de vie sont extrêmement dures. Pourtant, les Russes en sont fiers d'une certaine façon de cette période, parce qu'ils ont pu faire un bond industriel de géant. Il faut aussi rappeler que ce bond industriel a eu un coût chez les ouvriers certainement, mais beaucoup plus grand encore chez les paysans, puisque dans la même période, il faut savoir que cette industrialisation, il la finance avec un excédent de capital qu'il prend chez les paysans au moyen de réquisition. En fait, les paysans sont dépossédés de la plupart de ce qu'ils produisent dans le cadre d'une politique qui essaie de la collectivisation des terres. Je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais ce qui est certain, c'est que les paysans ont énormément souffert de cette période-là. C'est la période de la collectivisation qui a tourné souvent à la persécution pour ceux qui ne voulaient pas le faire, et la déportation dans les goulags. Donc, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'une sorte de grand bond en avant, l'industrialisation, mais qui a eu un coût humain terrible. Je vais vous lire un passage d'un livre que d'ailleurs je vous conseille, Anatole Leroy-Beaulieu, l'Empire de Tsar. C'est un vieux livre
mais qui a une qualité assez exceptionnelle. Je vous lis un petit extrait. Dans ce pays arriéré et isolé, s'élève un homme qui entreprend de le ramener à l'Europe et de lui faire sauter d'un bond tout l'intervalle qui l'en sépare. Était-il possible de rendre d'un coup à la Russie tout ce que les siècles avaient donné à ses rivales, de la transporter d'un trait au terme d'une longue route dont elle n'avait pas franchi les étapes historiques? Était-ce là une conception de génie ou un rêve chimérique, une fantaisie individuelle condamnée à l'insuccès? Ou bien, en dépit de sa hardiesse, un plan suggéré par la nature, par les faits et les hommes? En Russie, pas plus qu'ailleurs, l'histoire procède par bond. En fait, la dernière phrase, j'aurais pas dû la lire parce que je me suis trompé en la lisant. Bref. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que il ne parle pas de Staline. Il parle de Pierre le Grand. Pierre le Grand, qui est Pierre le Grand? Tsar de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe. Et Pierre le Grand, lui aussi, il voulait faire rattraper à son pays un retard considérable. Tout jeune, c'est quelqu'un qui a eu une enfance assez difficile, qui s'est fait, disons, qui a été un peu écarté de la cour, qui a grandi dans un milieu où il a côtoyé un peu les vagabonds et les soifards de la capitale. Donc il a appris auprès d'eux, je dirais, à la fois l'ivresse, les bagarres et le goût pour l'Europe, une certaine admiration pour l'Europe, parce que ces gens-là, souvent, on l'appelle le quartier allemand. Très souvent, c'était des gens qui étaient allemands, hollandais, qui venaient d'Europe. Et il s'intéresse beaucoup à l'Europe. Il a en particulier un désir, c'est de donner à la Russie, la puissance navale des pays européens. Et il est passionné de construction navale, il est passionné de navires. Et donc, il décide, un peu plus tard, on est en 1797, si ma mémoire est bonne, il décide de faire un voyage en Europe pour aller visiter les chantiers navals et pour aller visiter tout ce qui se fait de beau en Europe, en termes techniques par exemple. Donc il visite la Hollande, il visite l'Angleterre, il va notamment sur les chantiers navals de Deptford, c'est sur la Tamise, c'est pas loin de Londres. Alors les princes de la base sont un peu étonnés par ses manières un peu grossières, mais il lui laisse une petite maison au bord de la Tamise pour qu'il puisse tout son content admirer les chantiers navals. Alors je peux vous dire que quand il repart de cette maison, après y avoir passé quelques mois avec ses amis, il a laissé des traces de crachat, des traces de soulerie, des tables cassées, le rideau déchiré. Il a laissé un très mauvais souvenir à l'Europe. Mais lui, il a gardé un très bon souvenir de l'Europe. Il y a vu tout ce qu'il n'y a pas dans son pays. Il y a vu des manufactures, des fabriques, des usines. On fait des tapisseries, on fait des porcelaines, de la céramique, on fait plein de choses qui l'intéressent beaucoup. Et bien sûr, des navires. Il a une vision, pour lui, l'Europe, dans sa tête, c'est certainement un vaste chantier où sans cesse les scientifiques et les ingénieurs s'échinent à faire sortir des usines du sol. Alors que l'industrialisation n'a pas vraiment commencé, à pas dire. Mais tout de même, c'est l'impression qu'il en a. Et donc, le voilà qui décide d'apporter tout ça dans son pays. Alors, compliqué de faire des bateaux quand on n'a pas un accès à la mer, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas d'accès ni à la mer Noire, ni à la mer Baltique. Pierre le Grand est donc celui qui va donner à son pays cet accès aux mers occidentales. Alors il y a deux mers, la mer chaude, la mer froide. Il a essayé les deux, il n'a pas trop réussi la mer Noire, mais il a réussi à conquérir l'Hongrie, c'est-à-dire le territoire où plus tard il fera construire Saint-Pétersbourg. Alors comment il a fait il a fait la guerre à la grande puissance qui contrôle à cette époque la Scandinavie, qui est un monarque que peut-être aujourd'hui le nom ne vous dit pas grand-chose, mais qui à l'époque tout le monde le connaissait. Il a fait la guerre à Charles XII, le roi de Suède, pour le forcer à lui donner un accès au golfe de Finlande. Ce qu'il parviendra à faire après bien 20 ans de guerre. Une guerre donc interminable. Et ça, il faut vraiment... ça, c'est la grande différence, je dirais, entre Pierre le Grand et Staline. C'est que Staline, tout ce qu'il fait là, en son industrialisation, c'est en temps de paix. Pierre le Grand, c'est en temps de guerre. Son règne est un règne
où il ne fait que la guerre, pour ainsi dire. Alors il fait construire des canaux en Hongrie notamment, il crée de très nombreuses... En fait, il sollicite l'énergie de son peuple pour aller créer des ports, des bateaux, pour aller créer des baraques de régiments un peu partout. Il veut vraiment créer une vraie puissance militarisée et c'est, à vrai dire, ces chantiers qui sont très loin, hein, c'est un endroit qui est très éloigné, il n'y a pas de route vraiment. Comme je vous dis, Saint-Pétersbourg n'existait pas à l'époque, donc il n'y a pas de route pour y aller. Il demande à son peuple des sacrifices immenses. Et je peux vous dire que Saint-Pétersbourg, avant d'être ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était au XVIIIe siècle un vrai bivouac. Il n'y avait pas de route pour y aller, il fallait sans cesse prendre sa charrette pour aller mettre ses récoltes pour aller nourrir tous ses ouvriers. Tout le monde y va de force, personne n'a décidé d'y aller, ni les nobles, ni les paysans. C'est donc un grand bivouac où l'on meurt de la première maladie qui passe, un lieu un peu impraticable et marécageux, et c'était une construction très très dure. L'historien Kliouchevski nous dit « Il fut difficile de trouver sous Pierre le Grand des batailles qui coûtèrent plus de morts que les chantiers de Pétersbourg. » Et je pourrais vous dire aussi la même chose des canaux qu'il fait construire en Hongrie, et aussi pour relier en fait la Moskova aux fleuves qui sont donc en Hongrie. Et donc en fait ici voilà, vous pouvez faire un parallèle, ces chantiers massifs, il y en a eu à l'époque de Pierre le Grand, et là encore on demandait un grand sacrifice aux populations. Ces sacrifices, ils prennent la forme de corvées, mais ils prennent aussi la forme d'un impôt, la capitation. Alors comment dire, Pierre le Grand c'est quelqu'un d'assez brutal, il a toujours, c'est pas quelque chose qui nous étonne de la part des tsars autocrates, mais dans son cas c'est flagrant. Si je n'ai pas de problème avec la capitation, qui est plutôt un progrès en termes d'impôts, mais alors, vous savez, en fiscalité, il y a l'impôt que vous allez mettre en place, le montant que vous allez lui donner, ça c'est un premier élément, puis il y a la façon dont vous allez le percevoir, le lever. C'est deux choses très différentes. Généralement, c'est pas le montant qui pose problème, c'est plutôt la façon que vous allez le... Parce qu'aujourd'hui, on est au paradis. Aujourd'hui, il y a le prélèvement à la source. Ah, on dirait... Je sais qu'il y en a qui secouent la tête, mais je peux vous dire qu'à l'époque, un impôt, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et surtout, sous Pierre le Grand, en fait, pour le lever, il envoie littéralement ses détachements de soldats, à chaque fois entre deux batailles, puisqu'il est en guerre tout le temps, il envoie ses détachements de soldats razzier les campagnes pour aller lever l'impôt. Alors je peux vous dire, c'est des régiments qui passent 4 fois l'année, et quand ils passent, ils laissent derrière eux le marché vidé. Ils vivent sur les frais de la population, bien sûr, obligation de les faire vivre. Je peux vous dire, ils vous extorquent votre caisse, disons, la carabine, souvenez. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est extrêmement mal vécu. Pendant tout le règne de Pierre le Grand, il y a des récriminations contre la méthode de levée de la capitation. Et comme je vous disais, c'est pas tant le montant, c'est plutôt le fait que, en plus de ça, il y a énormément d'autres impôts qui sont levés, parce qu'en fait, en Russie, vous payez un impôt à chaque fois que vous levez le pied, et c'est assez pénible. On impose le sel, le timbre, la résine, la vodka, la crème, le goudron, la graisse de poisson, la barbe. Oui, parce que on impose même la barbe chez Pierre le Grand. Pierre le Grand voulait occidentaliser son pays, donc il trouvait que les Russes portaient une barbe. Il se prenait les pieds dedans, quoi. C'est-à-dire que pour lui, c'était vraiment un symbole d'arriération, la barbe. En plus, vous savez, Tourgueniev disait que la barbe des Russes changeait en fonction de leur âge. C'est-à-dire que pour lui, elle commençait comme ça, elle finissait à l'âge adulte, elle prenait la forme d'un éventail, et puis puis les vieillards, ils n'avaient plus que la barbichette. Donc c'est la barbe russe, c'est toute une histoire. Les Russes, ils rangent leur caisse à outils. Ce qui est sûr, c'est que Pierre le Grand en a tellement assez de ses barbes qu'en 1705, il fait un impôt sur la barbe. En fait, il faut que tout le monde se rase, et à chaque fois que vous rentrez dans une ville avec votre barbe, vous payez un impôt. Donc un impôt pour tout, chez Pierre le Grand. C'est particulier. Bon, évidemment, là, je dis ça pour rigoler un peu, mais ce qui est certain, c'est que cette période-là a laissé un mauvais souvenir, mais en même temps, on retrouve aussi un peu cette ambivalence du temps de Staline. À la fin, il y a des vraies réalisations. Il y a effectivement beaucoup il y a quand même une nouvelle ville qui est sortie de terre, une nouvelle capitale, et puis des canaux, des ports
et tout ça, ça compte pour le bilan de Pierre le Grand. Ça restera une époque de sacrifice. Une époque de sacrifice, et là encore, comme sous Staline, une époque de sacrifice qui s'est fait un peu au détriment de la vie paysanne. Alors, je regarde l'heure vite fait. Donc, j'avais prévu de dire quelques autres petites choses sur Pierre le Grand, mais je vais passer à la partie suivante. Disons simplement que sous Pierre le Grand, on est dans un régime de servage. Il n'y a pas de propriété, les serfs ne sont pas propriétaires, par définition. Donc la vie paysanne est extrêmement dure, beaucoup plus dure qu'en Occident. Et donc, de même que sous Staline, il n'y a pas de propriété privée, de même, il n'y en a pas sous Pierre le Grand pour des raisons très différentes. Mais tout de même, ça signifie quelque chose quand même dans la vie du paysan. Et c'est aussi quelqu'un qui veut réglementer toute la société pour en faire, disons, il a fait ce qu'on appelle la table des rangs, c'est-à-dire que Pierre le Grand voulait que chaque noble ait, en fonction de ses mérites, une place dans un système, dans le système bureaucratique russe, et donc il jugeait chaque noble sur ses mérites, il les classait, et en fonction de leur classement, il va leur donner des emplois. C'est une façon très nomenclaturée, disons, de penser la bureaucratie. Et il y aurait ici aussi, si j'avais plus de temps, il y aurait certainement des parallèles à faire avec ce qui s'est passé à l'époque du Parti communiste. Mais j'ai pas le temps de m'attarder sur ce point. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que on peut faire ici un parallèle. J'ai pas fait un parallèle au niveau du totalitarisme et de l'appareil de contrôle. Simplement quelque chose sur le plan de l'économique et social. Maintenant, je vais vous parler de Staline et Ivan le Terrible. Pardon. Ivan le Terrible, autre grand personnage avec lequel on va pouvoir comparer Staline. Le totalitarisme stalinien, c'est un ensemble de choses. Je peux en faire une petite liste, rien ne vous étonnera. C'est une doctrine inculquée dès le plus jeune âge aux enfants, une persécution contre certaines catégories de population, notamment les koulaks, persécution contre toute personne qui ne s'inscrit pas dans le logiciel communiste, obligation d'adhérer au parti pour grimper les échelons, mais aussi une police de la pensée, des purges, et des purges à l'intérieur du parti, aussi bien dans la population qu'à l'intérieur du parti, j'ai envie de dire surtout à l'intérieur du parti. Et puis sans cesse des complots qu'on dénonce. Un complot capitaliste, un complot pour telle personne a une intelligence avec l'ennemi, avec les États-Unis, avec l'État d'Israël, tout ce que vous voulez, et ça va déboucher sur un tribunal révolutionnaire et l'envoi de millions de personnes dans les goulags. Est-ce que cette situation a déjà existé par le passé en Russie? Je vous mentirais si je disais que oui, puisque c'est quand même assez nouveau. Il y a néanmoins une comparaison que je peux esquisser avec quelque chose qui s'est passé sous Ivan le Terrible, qui est un moment assez étrange dans l'histoire de la Russie qu'on appelle l'Oprichnina. L'Oprichnina qui dure 7 ans, de 65 à 72. 1565 à 1572. Alors comment est-ce que je peux décrire ce système qui est quand même qui n'a pas eu une grande longévité mais qui a marqué les esprits? Bon, Ivan le Terrible, c'est un tsar qui avait dès le début une sorte de haine contre le milieu dans lequel il a grandi, qui est la haute aristocratie russe, ce qu'on appelle les boyards. Donc, si j'utilise ces termes dans la suite de la conférence, les boyards, c'est les nobles russes, si vous voulez. Et donc la régence des boyards s'est mal passée, et selon lui, il aurait été un peu maltraité dans son enfance. Ça fait partie des justifications qu'il donne pour cette haine profonde qu'il a vis-à-vis des boyards. Et ce désir d'élimination des boyards prend effectivement atteint un paroxysme sous l'Oprichnina. En 1565, enfin l'année précédente en fait, en 1564, Ivan le Terrible décide de quitter la ville de Moscou.
il arrive à un état d'agacement, de crise de nerfs épouvantable. Il décide de quitter Moscou et de se barricader en quelque sorte dans une ville qui n'est pas très loin, qui s'appelle Alexandrovo-Sloboda. Et il ne donne pas signe de vie pendant quelques mois. Ça inquiète beaucoup les moscovites. Et en début 1565, il envoie 2 lettres à Moscou. L'une destinée aux boyards, et l'autre pour les roturiers, qui est en fait une déclaration publique à faire sur toutes les places de la ville de Moscou. Et je ne vous dirai pas précisément le contenu de ces lettres, mais en gros, il accuse les boyards de comploter contre l'État, de vouloir sans cesse persécuter le tsar et d'avoir des intentions sournoises et malveillantes. Et il dit, par contre, aux roturiers qu'il n'a rien à leur reprocher, que pour sa part, il est tout à fait satisfait de leur comportement et que c'est malheureusement les boyards qu'il faudrait éliminer, et c'est à cause d'eux qu'il refuse d'entrer à Moscou tant qu'on ne lui donne pas les pleins pouvoirs, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas, le pouvoir illimité d'emprisonner et d'éliminer tous les boyards qu'il jugerait bons. C'est ce qu'il demande, et les gens, le peuple moscovite s'agite et fait pression sur les gens du palais pour les forcer en fait à accepter toutes ces conditions. Ils sont convaincus que le tsar est choisi par Dieu, et donc naturellement il faut suivre ce qu'il dit. Ils demandent en fait qu'on livre les mauvais conseillers et qu'on rappelle le bon maître qui est parti. Alors Ivan le Terrible finit par faire son entrée et son retour, on est en février 65, dans la ville de Moscou, et là qu'est-ce qu'on constate? Déjà son apparence est assez étrange, il a perdu ses cheveux, sa barbe, Pierre le Grand a adoré pour le coup. On sent qu'il les a perdus dans une sorte de crise de nerfs, en tout cas c'est ce qu'on nous rapporte, ce que le texte nous rapporte. Et il décide de faire un nouveau système qu'il appelle l'Oprichnina. Le royaume, enfin le tsarstvo comme on dit, c'est-à-dire l'empire en quelque sorte, est coupé en deux. D'un côté l'Oprichnina qui est soumis exclusivement au tsar, et de l'autre une autre partie, le Zemshchina, qui est réservé aux boyards et dont la superficie ne va pas cesser de diminuer par la suite. Donc le pays est coupé en deux, et dans l'Oprichnina, c'est une sorte de police qu'il a créée, qui s'appelle les Oprichniks, qui maintient l'ordre en quelque sorte et qui persécute toutes les personnes qui pourraient comploter contre lui. Alors, drôle de policiers que ces Oprichniks, je vous en fais une description lapidaire. Leur centre d'opération est à Alexandrovo-Sloboda, ils ont une vie réglée comme celle des moines. De 4 à 7 heures du matin, ils doivent aller à l'office. Un office qui est dirigé, quand il le peut, par Ivan le Terrible. Un nouvel office de 8h à 10h. Ensuite, il faut se rendre dans les cachots, parce qu'il y a des prisonniers à interroger, à soumettre à la question. Et ensuite, réaliser toutes les missions qu'on leur demande. Et ce rythme de vie est finalement assez proche d'un rythme monastique. D'ailleurs, ils ont aussi un serment monastique, enfin, pas vraiment monastique, mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison. Étrange police donc. Leur activité, c'est de la détention arbitraire, beaucoup d'assassinats. Ivan le Terrible leur explique qu'il y a un complot et il se charge d'éliminer ces personnes. Il tue par pendaison, ça peut être ou en découpant une personne, en jetant ce membre dans un puits. Pour vous donner alors, j'aime pas me complaire dans les descriptions macabres, mais néanmoins, ça peut vous donner... parce qu'en fait, si on l'appelle le Terrible, c'est vraiment pas pour rien. C'est pas comme le Grand, le Terrible. Non, il y a vraiment une raison. Disons que, par exemple, le connétable, donc sans doute un des personnages les plus puissants de la Russie, Chelyabnin, est suspecté de trahison. Ivan le Terrible le fait habiller en tsar un matin. Il dit, tiens, tu t'habilles en tsar, tu t'assois sur le trône. Alors Chelyabnin n'ose pas contester les ordres du tsar, et puis une fois qu'il s'est assis dessus, il lui donne un sceptre, la couronne, etc. Et là il lui dit, tu vois, j'ai le pouvoir de te faire... J'ai le pouvoir de te mettre sur le trône, et j'ai aussi le pouvoir de t'en doter. Et à ce moment-là, ayant dit ça,
il plonge un couteau lui-même dans le ventre du connétable et ensuite il le fait démembrer. Donc c'est quelqu'un qui a le goût des mises en scène. Un autre personnage, Vladimir de Staritsa, qui a aussi un certain passif de rivalité avec le tsar, il est empoisonné avec ses enfants et sa mère, elle est enfermée dans un coffre de bois où elle périt à cause de la fumée. Et puis, je vous parle aussi du métropolite de Moscou, donc le chef de l'église orthodoxe russe, à une époque où le patriarcat n'existe pas encore. Malgré tout, c'est quand même la première personnalité religieuse du pays. Il s'appelle Philippe, il veut mettre fin aux répressions, et il le croise sur les marches de la cathédrale de la Dormition, à Moscou. Il lui dit « Qu'as-tu à intervenir, moine noir, dans nos desseins de tsar ?» C'est ce que dit Ivan le Terrible. Philippe déclare « Nous ne nous soumettrons pas à votre ordre, et nous sommes en désaccord avec votre pensée, qui est mauvaise. Dussions-nous souffrir 1000 tourments de votre part ?» Il est arrêté, il est emprisonné. Par gentillesse, on lui laisse dire une dernière messe sur la grande place de Moscou. Et au cours de cette messe, en plein milieu de la célébration, les oprichniks arrivent et lui enlèvent ses vêtements sacerdotaux et le laissent comme ça en vêtements un peu presque nus pour l'humilier publiquement. Par la suite, ils le feront emprisonner et étouffer. Ça, c'est pour les exemples disons, de crimes ciblés sur des individus. Par la suite, les choses vont s'intensifier. Ce que je dis là, c'est entre 65 et 70. En 1570, c'est la ville de Novgorod, tout entière, qui est accusée de complot. Alors, ce complot, en fait, c'est dans le cadre d'une guerre contre les puissances occidentales, puisqu'il est terrible, comme tout tsar qui se respecte, fait la guerre sur son versant occidental, en l'occurrence contre la Pologne-Lituanie et contre la Suède. Et donc, Novgorod est présumé coupable de trahison. Les raisons de cette paranoïa ne sont pas claires parce qu'on ne trouve pas signe de vraiment sur quoi fonder une pareille accusation. Toujours est-il que Ivan le Terrible accomplit dans la ville un véritable massacre. Et ça, on s'en est souvenu parce que cette fois-ci, c'est pas uniquement les boyards, c'est en fait tous les habitants de la ville. On pend aux fenêtres du palais, des méthodes assez jamais vues en fait, tout simplement. Les oprichniks ont d'ailleurs laissé un obituaire, c'est-à-dire ils ont fait le recensement de toutes les personnes qu'ils ont envoyées dans l'autre monde, et parce que ils tenaient un peu leur compte, un peu comme la NKVD qui tient des statistiques assez claires, qu'elle fait souvent ses rapports au parti. Et là, il y a un peu cette même logique, on tue, mais on tue de façon organisée. Et donc, 1490 Novgorodiens auraient été tués. Tous les monastères entourant la ville sont pillés, femmes et enfants ne sont pas épargnés. On jette même du haut d'un pont des victimes attachées deux à deux. Ça me rappelle un peu les noyettes de Carrier. En tout cas, ce massacre de Novgorod est considéré avec dégoût par toute la population. Cette fois-ci, Ivan le Terrible semble être de plus en plus isolé. Il allait réserver le même sort à une autre ville, Pskov, mais une cloche est tombée. Alors quelqu'un a dû faire tomber une cloche plus précisément sur son cheval. Alors comment ça s'est passé, je ne saurais pas vous dire les détails, c'est ce que rapportent les textes. En tout cas, son cheval meurt et Ivan le voit comme un mauvais présage. Il décide de laisser cette ville en paix. Il revient à Moscou avec un butin pris à Novgorod considérable, des charrettes à n'en plus finir. Il demande aux moscovites qu'on lui apporte 300 détenus, qui avaient été faits préalablement, et là il en gracie 184 et il mène tous les autres supplices pour montrer à quel point, en plus d'être sévère, il est aussi juste. Il manque encore un dernier élément pour qu'on puisse parler d'une forme de terreur. C'est les purges, comme je vous disais, les purges à l'intérieur du parti, qui sont évidemment obligatoires dans le régime totalitaire stalinien. Eh bien, dans cette dernière phase, je dirais 71-72, cette fois-ci, ce sont les oprichniks eux-mêmes qui ne sont plus en sécurité. Ils se mettent à persécuter ceux qui s'assoient à sa table, en fait, tout simplement. Donc, et donc, forcément, voilà, le nombre de soutien diminue. Et en 1572, il prend une grosse claque. En fait, les Tatars de Crimée ont envahi
la Russie, ils ont brûlé Moscou, et tout ça fait que, toujours est-il qu'en 1572, pour diverses raisons, il met fin au système de l'Oprichnina. Elle est encore là, mais elle n'a plus cette terreur d'avant. Alors, il meurt en 1584, il continue des répressions qui sont pas si ciblées, on n'aura pas de grands massacres comme celui de Novgorod. On peut quand même signaler que parmi toutes ces victimes, il y a son propre fils, qu'il tue au cours d'un conflit survenu en 1582. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas volé son surnom de terrible, et je dirais même que, là je fais un parallèle personnel, terrible c'est la terreur à laquelle on fait référence. Une terreur, un peu comme la grande terreur stalinienne de 1937, un peu comme peut-être la terreur qui a frappé la France en 1793. En tout cas, ce sont des phases où l'administration civile est complètement doublée par une deuxième structure qui s'impose complètement à la première et qui est une véritable police politique contre laquelle, et avec un versant des tribunaux qui font la loi à côté, qui punissent de mort toute personne qui ne se soumettrait pas au régime, et bien tout ça, ça a pu exister sous une forme finalement un peu ponctuelle au temps de l'Oprichnina. On remarque aussi que, alors je vais faire un parallèle ici de façon prudente, je vais le nuancer juste après, que Ivan le Terrible, eh bien, il s'en prend aux boyards. À aucun moment il a pensé s'en prendre aux roturiers, même si on a vu que de fait il l'a un peu fait à Novgorod, néanmoins dans sa tête, il veut éliminer la classe des boyards. Je ne ferai pas non plus un parallèle un peu attendu avec cette idée de lutte des classes. Je ne pense pas du tout qu'Ivan le Terrible veuille abolir la lutte des classes ou quelqu'un de ce type-là, mais par contre, il veut abolir une classe. Il veut détruire la classe des boyards. Ce mot terrible, au sens de la terreur, il a été employé dans un texte qui s'appelle La Grande Supplique, qui a été écrit par Ivan Perez-Svetov et adressé au tsar vers 1548, c'est-à-dire avant même l'Oprichnina, et on y lit des phrases assez banales sur la justice, mais aussi une phrase qui est prononcée au début dans ce texte: la grande terreur royale que causera ta sagesse. C'est comme ça que ce personnage s'adresse à Ivan le Terrible. Le mot Groza est utilisé en russe. Groza, effectivement, Ivan le Terrible, c'est Ivan Grozny. Donc il serait à la fois terrible et sage, c'est par sa sagesse qu'il serait terrible. Et ça m'a fait un peu penser à Robespierre qui disait que la terreur est une émanation de la vertu. Bon, je ne saurais pas vous dire la portée exacte de ces mots. En tout cas, l'impression qu'a laissé Ivan le Terrible à ses successeurs, c'est un homme qui voulait défaire les hiérarchies sociales, et en tout cas qui voulait y semer une épouvantable pagaille. Et je vais vous citer maintenant Staline, qui s'exprime sur Ivan le Terrible lors d'un entretien avec Eisenstein, dans le cadre, vous savez, de la réalisation de ce film. Ivan le Terrible. La sagesse d'Ivan le Terrible repose sur son obstination à défendre les principes nationaux et à empêcher les étrangers d'entrer dans son pays, puisque tous les complots en question, c'était des complots de complicité avec la Pologne-Lituanie en général, le protégeant ainsi de l'influence étrangère. Ivan le Terrible était cruel, nous dit Staline. On peut le montrer. Mais il faut montrer surtout en quoi il était indispensable qu'il le fût. L'une de ses erreurs est de ne pas avoir complètement éliminé les 5 plus grandes familles féodales. S'il avait détruit ces 5 familles de boyards, il n'y aurait pas eu de temps des troubles. Temps des troubles, en référence à un événement qui va se passer plus tard, début 17e, et qui est, disons, un épisode de désordre absolu où la Pologne envahit la Russie. Bref. Ivan le Terrible exécutait quelqu'un, puis se repentait et priait un long moment. Dieu l'a gêné en ce domaine. Il fallait être plus décisif. Effectivement, Ivan le Terrible est aussi quelqu'un de très pieux. Il donne beaucoup au monastère, ce qui n'empêche pas d'avoir des conflits abominables avec la hiérarchie ecclésiastique. Bon, donc on a l'impression finalement Staline s'arrange assez bien avec ce passé tsariste. Ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça. Ivan le Terrible, c'est une époque par contre où le servage n'est pas encore installé en Russie. Je le dis parce que voilà,
faut pas non plus, je ne veux pas mélanger toutes les analyses que je fais. Sous Ivan le Terrible, les serfs ne sont pas, les paysans ne sont pas en état de servage, en tout cas pas de façon générale, et donc on ne peut pas non plus, on peut comprendre qu'il y a encore une image positive de Ivan le Terrible, puisque en fait son époque était quand même plus prospère pour les paysans que celles qui vont arriver par la suite, après qu'on est plus. Donc voilà, je vais peut-être, je regarde le temps qu'il me reste. Bon, je vais conclure. Staline est-il un tsar? Oui, en tout cas, son attitude n'est pas incompatible avec celle d'un tsar, et on peut tracer certaines continuités avec ce qui a pu exister avant. Les deux tsars que j'ai choisis, Ivan le Terrible et Pierre le Grand, évidemment, tout ce que j'ai dit à leur sujet ne peut pas forcément être transplanté sur d'autres tsars, parce que voilà, chaque époque est particulière, et je ne voudrais pas faire de simplification. L'Oprichnina, c'est 7 ans dans une histoire qu'on dure 1000. Bon voilà, je ne vais pas non plus vous faire croire que tout est si simple. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'Ivan le Terrible et Pierre le Grand, ce sont certainement des tsars que tout le monde connaît en Russie, et qui sont extrêmement présents dans les mentalités collectives. Eux, ils ont marqué l'histoire de la Russie, il n'y a pas de doute là-dessus. Je dirais aussi que cette terreur, elle est très courte, elle ne vise pas tout le monde, elle vise finalement une partie assez resserrée du peuple, et il n'y a pas de véritable anticléricalisme chez Ivan le Terrible, comme il y en aura plus tard chez Staline. Donc voilà, et puis pareil, sous Pierre le Grand, ce bond qu'il essaie de réaliser n'a sans doute pas encore la même ampleur que celle sous Staline. Ce que je dirais donc, pour conclure, c'est que voilà, il y a une certaine continuité sur certains points, il y a des choses qui font penser au comportement autocratique, et Staline, en tout cas en 1943, on voit bien qu'il assume complètement cette histoire russe, qu'il la fait sienne, et ça ne lui pose pas du tout de problème. Il ne voit pas de contradiction avec son marxisme, son idéologie qu'il ne renie pas d'ailleurs, mais il n'y voit en tout cas, lui, aucune contradiction. Voilà, je vous remercie de votre attention. Comme je disais, voilà, une conférence très érudite sur un pays que l'on connaît finalement pour une large partie d'entre nous mal. C'est une histoire nationale qui est propre, et donc on a toute une série de représentations. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est vraiment cette idée, et on interrogera aussi sur les différences, parce qu'il y a des différences, c'est un sujet d'interrogation sur la particularité du communisme et son application stalinienne, mais il y a toujours une espèce de fil rouge dans l'histoire d'un pays. Je trouve que c'est un élément qui est important à prendre en compte, parce que on tend aujourd'hui quelque part à oublier que les peuples ont une histoire, voire que les peuples existent, et qu'il y a quelque part de logiciel qui peut expliquer comment on fonctionne encore actuellement. Et donc on voit que dans ce qui s'est passé en Russie et ces années horribles du stalinisme, il y avait quelque part aussi des dimensions politiques qui peuvent expliquer que le peuple était parfois, pour me dire, en capacité d'accepter un certain nombre de choses, même si, je répète, il y a évidemment une particularité de l'idéologie communiste derrière. Et donc pour faire des parallèles qui n'en sont pas, mais d'ailleurs on pourrait rappeler après tout que oui, ces âmes de peuple, elles ne disparaissent pas, et je pense au général de Gaulle qui ne parlait pas des soviétiques, il parlait des Russes tout simplement, persuadé que en fait, malgré les particularismes du moment, la réalité du peuple russe, elle allait se maintenir, et quelque part elle allait sortir de communisme pour devenir la Russie éternelle qu'elle a toujours été. Et donc oui, je pense que c'est intéressant d'avoir ces visions au long cours, parce que ça permet d'expliquer un certain nombre de choses sur les comportements éventuellement même actuels de la Russie, et ce qui peut être intéressant sur la question sociétale, la question politique, et même la question géopolitique. Tu parles des politiques de mer chaude et de mer froide de Pierre le Grand, donc ce tropisme vers l'Europe orientale, tout ça, ça nous rappelle les choses qui sont en train de se passer actuellement. Bon. Alors pour faire un parallèle avec notre propre pays, c'est aussi potentiellement un signe d'espoir, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'un peuple, ça ne disparaît pas, malgré tout ce qui peut lui arriver. Il y a des choses qu'il travaille, qui font qu'il va subsister une forme de continuité, et peut-être que dans tout ce qui peut l'enserrer, dans tout ce qui peut l'empêcher d'être lui-même, il y a des possibilités aussi pour celui-ci de sortir un petit
peu de certain nombre d'ornières, c'est pour politiser un petit peu mon propos. Bon, si vous avez des questions, sinon moi j'en aurai moi-même pour passer une petite séance. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Pierre. Oui, là, on parle de 3 personnages, 3 dirigeants russes, hein, avec un pouvoir brutal, on trouve des caractères paranoïaques qui sont propres au régime totalitaire. Mais ça reste que 3 dirigeants. Est-ce que quid des autres? Est-ce qu'on retrouve chez les autres dirigeants ce même caractère, quoi, qui sont peut-être exacerbés chez ceux-là? Alors, je pense que pour le coup, en fait, bon, chaque tsar, évidemment, il faut les prendre isolément, ils ont tous une personnalité différente. Certains sont le type même du tsar autocrate, d'autres n'ont peut-être pas autant la poigne que certains illustres prédécesseurs. Et ce serait trop long pour moi de parler. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une continuité à travers, j'ai envie de dire, l'ensemble de ces tsars. C'est la construction de l'autocratie, qui est, je dirais, comment définir l'autocratie? En quoi, par exemple, on pourrait, certains voudraient la comparer à la monarchie absolue en France, mais en fait, c'est sûrement assez différent. Et une chose qui est vraiment dans la continuité dans ce régime russe, c'est d'abord le peuple est en situation de servage. Ça va durer jusqu'en 1862, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose de très spécifique à la Russie qui n'est pas du tout évident. Dans tous les cas, même sous les tsars, disons, de meilleure volonté, entre Boris Godunov et Alexandre II, le servage est maintenu, ce qui est sûrement très spécifique et qui donne bien cette idée un peu d'un peuple qui semble accepter cette soumission. Il l'accepte, ça je l'explique parfois dans mes vidéos, il l'accepte dans les limites de la victoire, c'est qu'il accepte tant que les tsars sont victorieux, voilà. Il accepte ce sacrifice par exemple, si par exemple la révolution de 1905 arrive en 1905, c'est parce que le tsar est dans la défaite à ce moment-là, il a perdu contre le Japon, et donc là le peuple se révolte en quelque sorte. Quelque chose qui est donc servage, je dirais, de 1600, en gros, hein, de 1600 à 1861. Je dis 60. Autre chose, l'asservissement de la noblesse. Le fait que la noblesse soit considérée comme de purs serviteurs de l'État, c'est quelque chose de très propre à la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui est oui, là aussi vraiment dans la continuité. On va mettre asservissement de la noblesse. Et là, je dirais, on va dire de Ivan le Terrible jusqu'à milieu du 18e, 1761. Et enfin, troisième élément, l'Église est en sujétion totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout comme en Occident un pape qui est indépendant sur le plan politique. Le primat est complètement inféodé, on va dire, au régime. Donc on va dire sujétion de l'Église. Et là, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, alors bon, on va dire jusqu'en 1917 au moins. Là je vais mettre de Ivan jusqu'à 1917, et sous Staline ça va même revenir un peu. Bref. Donc en tout cas ces choses-là, oui, c'est des choses qui sont dans la continuité. Donc un rapport au territoire russe quand même très particulier, très dominateur, et tout le monde en fait des frais. Il y a le tsar en haut et le peuple voilà, qui doit le servir en bas. Donc, juste pour rappeler ce que c'est le servage, pour tout le monde se bien. Alors le servage, c'est on va dire un régime juridique qui peut s'apparenter à l'esclavage, mais il y a quand même certaines différences, notamment les serfs sont imposables. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le serf est attaché à sa terre, il est attaché à sa glèbe, comme on dit, et donc on va pouvoir vendre les serfs. Enfin, en tout cas, même s'il n'est pas directement lié à la terre, ça peut être un domestique, hein, mais en tout cas, on peut les vendre et les acheter exactement comme un bien meuble. Hein, c'est quelque chose qui se voit beaucoup, y compris jusqu'au 19e siècle.
Et au travers de ça, ce que tu as démontré, c'est qu'il y a une habituation des Russes à un certain pouvoir, une certaine domination, qui peut expliquer aussi plus facilement pourquoi ça a pu fonctionner, ce stalinisme dictatorial. C'est qu'il y a une forme d'habituation par les siècles à une situation de servitude et de pouvoir qui peut employer les moyens extrêmes. Oui, tout à fait, parce que pour eux, le servage est longtemps resté normal. Custine, dont tu m'avais parlé, et je te remercie d'ailleurs de cette référence, disait que les Russes donnent l'impression d'aimer leur servitude. C'est une observation qu'il fait en 1839, donc au temps du tsar Nicolas Ier, et sans doute qu'il pense en particulier à ce servage qui est considéré comme normal à cette époque. Alors juste pour faire un parallèle, alors, pour le servage, ça fonctionne moins, je ne sais pas si tu peux développer là-dessus, c'est très réduit, mais est-ce qu'il n'y a pas, derrière l'héritage tsariste, de manière générale, un héritage qui est celui du basileus byzantin, tout simplement? Est-ce que le tsar n'est pas l'héritier de ce monde orthodoxe où on avait, je ne suis pas du tout spécialiste, mais cet asservissement quelque part de la population au pouvoir du tsar, et même de l'Église, effectivement, puisque le patriarche de Constantinople était un appui du basileus. Alors, c'est pour un peu prolonger l'idée, c'est que vraiment il y a quelque chose dans l'âme des peuples, et peut-être qu'il y a un logiciel politique qui continue à fonctionner même sur un millénaire. Et les réalités actuelles, et les réalités politiques actuelles sont au fond programmées par quelque chose qui est une histoire profonde dont on n'a plus tellement conscience, parce que déjà on a perdu le fil historique, donc personne ne connaît l'histoire. Il y a quelque chose qui travaille. C'est une hypothèse, mais en fait, ce que tu dis là, je ne savais pas me prononcer pour ces éléments-là. Par contre, pour ce qui est de rapport à l'Église et du rapport au sacré de façon générale, c'est, je pense, le même. Et en tout cas, il le revendique, puisque à l'époque d'Ivan, ou juste avant Ivan, il y a un texte qui s'appelle la lettre de Philotée, qui établit la fameuse doctrine de Moscou, troisième Rome. C'est-à-dire qu'il y a Rome, la Rome que nous connaissons, et puis il y a la deuxième Rome qui est Constantinople. En 1456, invasion par les Turcs. Donc cette deuxième Rome, elle est soumise, et en fait, d'une certaine façon, elle est punie, parce que juste avant, elle avait fait une tentative de rapprochement avec le pape, et les Russes l'interprètent comme une punition d'avoir voulu revenir tendu la main en fait au latin. Et donc, maintenant que Constantinople est occupée, eh bien, nous sommes la troisième Rome, nous sommes garants de l'orthodoxie. Et ça compte énormément pour l'autocratie, pour Ivan le Terrible, qui se considère comme étant le seul garant de la vraie foi dans un monde. Donc ça, c'est sur le plan religieux, et je pense qu'on peut faire de nombreux parallèles sur le rapport entre le basileus et le patriarche de Constantinople et le sien. Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le basileus s'exprimait sans problème sur les questions religieuses. Il s'immisçait très facilement dans les affaires religieuses, et ça c'est quelque chose qui a pu perdurer par la suite. Alors je me parle de petite faiblesse personnelle, et j'ai envie qu'on dise du mal du communisme. Mais alors, tu insistes sur les continuités, évidemment il y a aussi des formes de rupture. Dans la vidéo que tu as fait sur Staline, que la première, tu présentes justement Staline comme étant un marxiste exemplaire. Bon. Alors juste, tu peux nous rappeler peut-être ce qui s'est passé en termes de terreur et en termes de transformation et en termes de conséquences humaines, et ce lien avec la pensée communiste, brièvement, parce que c'est un vaste sujet, mais pour Staline, pour assister sur plutôt la particularité quand même de la période. Voilà. La rupture. Eh bien, comment dire, en 1929, Staline a réussi à éliminer l'ensemble de ses opposants au sein du Politburo, et il les fait, certains s'enfuient, d'autres sont emprisonnés, ils seront jugés et tués plus tard sous la Grande Terreur. Son idée, c'est d'en fait défaire quelque chose qui avait été fait par Lénine en 1921, qui était la NEP, donc la nouvelle politique économique. Lénine avait constaté, disons, les insuffisances du socialisme en Russie, il faut dire la collectivisation, en tout cas le communisme de garde n'a pas fonctionné, il y a eu une première famine au temps de Lénine, tout s'était déjà extrêmement mal passé, et Lénine, sans renier le moins du monde de l'idéologie marxiste, avait dit, écoutez, maintenant on va lever le pied, on va réautoriser le capitalisme, on va demander des capitaux étrangers, on va rétablir la loi du marché, parce qu'en fait on a fait la révolution trop tôt, il faut encore continuer sur cette phase capitaliste. C'est comme ça qu'il le justifiait. En 1929, Staline, et c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment un marxiste authentique, c'est qu'il veut supprimer ça, il veut revenir, en fait, c'est pas qu'il veut revenir, il dit c'est bon, maintenant on y est, on doit entrer dans l'ère socialiste. Il en va même de notre réputation internationale. Comment faire la guerre révolutionnaire au monde entier si nous-mêmes, en fait,
on se rend compte que derrière nous, on est encore dans l'ère capitaliste. Et donc pour ça, il décide de faire la collectivisation des terres, il fait ses réquisitions, il fait cette industrialisation massive, il demande aux paysans de renoncer complètement à la propriété de leurs terres, de renoncer au fait de pouvoir fixer les prix de leur production, etc. En fait, il est un pur socialiste, en tout cas dans cette période-là. Et après, il y a un enchaînement qui se met en place, qui fait qu'il est conduit à déporter des millions de personnes dans les goulags. Et en 1938, on est au sommet de la terreur stalinienne. Je crois que le nombre de détenus dans les goulags augmente d'1 million en l'espace de 2 ans. Donc c'est quelque chose de tout à fait radical, jamais vu. Et par un instant, il a renié son idéologie marxiste. C'est un théoricien marxiste, il fait des livres, il publie, il cite Lénine en permanence. C'est quelqu'un qui a une grande culture marxiste, Staline. Donc en tout cas, il y a pas de discussion sur l'orthodoxie de son marxisme. En tout cas. Si on a, alors, je ne sais pas, parce que j'imagine qu'il peut y avoir débat sur ça, une estimation du nombre de morts qu'on peut imputer à ces années phares de 1929-1953. Est-ce qu'il y a des estimations? Alors, j'imagine qu'on peut distinguer famine, répression politique. Est-ce qu'il y a des estimations qui sont faites? Oui, il y a des estimations. Dans mes vidéos, j'en cite assez peu, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui vont attaquer un peu ce versant-là. On dit que il y a un désir, on accuse des gens comme Stéphane Courtois de vouloir atteindre les 100 millions. En fait, je n'ose pas entrer dans les querelles de chiffres parce que on est obligé de se fier à certains auteurs et moi je n'ai pas la compétence pour trancher. Je pense que les chiffres qui circulent, c'est autour de 20 millions, si je dis pas de bêtises, 20, 25, et je me distancie de ces choses-là. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais je pense que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la famine en Ukraine, et en fait pas qu'en Ukraine, a été là, on peut dire, oui, on a pu avoir 8 millions de morts. 100 millions, c'est pour l'ensemble du communisme. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Stéphane Courtois a peut-être raison. Je ne dis pas du tout qu'il a tort. C'est tout à fait possible qu'il ait raison. C'est pour l'ensemble du communisme, oui, Mao, les Khmers rouges, etc. C'est ça, Mao, c'est pire. C'est pire. Parce que Mao, lui aussi, a eu une famine. Et par contre, il faut multiplier tous les chiffres par deux. Ça a été dramatique pour la Chine. Est-ce que vous pouvez esquisser une petite approche de la pensée de Poutine par rapport à Staline? Parce que beaucoup reprochent à Poutine d'être un peu trop admiratif de Staline, de commémorer un peu Staline. Qu'est-ce qu'il en est exactement par rapport à ça, de la pensée de Poutine sur Staline? Une certaine continuité peut-être? C'est difficile pour moi de répondre parce que je n'ai pas spécifiquement étudié cette question-là. Ouais. Je pense que Poutine... j'ai envie de dire, c'est peut-être mon analyse et peut-être qu'elle pourrait être contestée, mais j'ai l'impression que Poutine réagit en fait comme la plupart des Russes. C'est-à-dire qu'on n'enlèvera pas dans la tête des Russes l'idée que Staline a fait la grande guerre patriotique et qu'il a terrassé l'hydre hitlérienne. Vous n'enlèverez pas ça. Et en fait, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec l'idéologie. C'est quelque chose qui est viscéral parce que c'est leur histoire. En fait, c'est leur fierté. Ce qu'ils ont fait en 1945, peu de peuples sont capables de dire l'avoir fait. Et donc nous, on se ramène en expliquant qu'il y a un vice idéologique, mais ça ne prendra pas en fait. Donc là, c'est un premier élément. Après, ça peut s'accompagner. Donc du coup, Poutine, je pense, veut garder ça. Il veut montrer qu'il est fier de son histoire. Et donc, dans l'approche de Staline, il va éviter de faire sans cesse des reproches vis-à-vis de ce passé-là. Par exemple, quand il parle de Katyn, il va pas nier, mais il va pas non plus le rappeler. Quand on peut éviter de le rappeler, on évite de le rappeler. Voilà, je pense qu'il s'arrange comme il peut. Et du point de vue, par contre, de la pensée, on peut quand même remarquer que Poutine a redémarré, je crois que je ne me trompe pas, même si je n'ai pas spécifiquement étudié, il a redémarré l'agriculture en Russie. Il a fait quand même énormément pour le relèvement d'une classe paysanne qui, il faut le dire, souffrait depuis des siècles. C'est-à-dire que elle sort du servage en 1861, cette classe paysanne déjà, elle a beaucoup souffert. Ensuite, elle est sous le régime d'une propriété collective et de l'impôt solidaire, qui est un régime très dur à vivre pour elle. Ensuite, à peine arrive-t-elle à accéder à la propriété privée à l'époque de Stolypine, donc sous le tsar Nicolas II, qu'elle est balancée dans une révolution qui lui impose les réquisitions. C'est la famine, collectivisation des terres.
elle est déportée, les koulaks, ils sont tous plus ou moins koulaks si tant est qu'ils possèdent une vol de la volaille et une vache. Donc c'est une classe paysanne qui a énormément souffert dans son histoire, et je pense que Poutine là-dessus la traite mieux. En tout cas, c'est l'image que j'en ai à mon stade d'études, et ce sera... Je ne dis pas que j'ai énormément bossé ce sujet, mais c'est l'impression que j'en ai. Alors, j'ai tendance à penser qu'il y a, c'est encore ces jugements personnels, un rapport assez sain de la Russie à son histoire, ce que j'appelle aussi un rapport sain, c'est-à-dire c'est pas forcément après peut-être il faudrait étudier le dossier et voir s'il n'y a quand même pas des formes de négation d'un certain nombre de réalités, je peux bien entendre qu'il peut exister ça, mais il me semble qu'une relation saine à son histoire, c'est une relation qui, de point de vue mémorial, en tout cas au politique, c'est voir dans son histoire ce qui a permis de faire prospérer son pays, ce qui a permis de permettre d'avoir une forme de continuité avec son pays, et ce qui est un rapport qui justement était le rapport qui était aussi dominant, je pense, en Occident. Je veux dire, quoi qu'on en pense du récit de la Troisième République, il y avait l'idée quand même d'une continuité et une fierté de ce qui avait été fait avant 89. Donc c'était un roman, même si ça n'en est pas un peuple, un récit national réconciliateur. Et on voit d'ailleurs, donc, juste pour faire un parallèle avec un autre monde, mais on parle beaucoup des États-Unis en ce moment, et je me souviens écouter des débats d'un certain nombre de républicains trumpistes américains, et qui se voient opposés par les démocrates tout un discours sur, vous parlez de George Washington, vous parlez de Jefferson, et c'était des esclavagistes en fait. Et en fait lui, ce qu'il explique, oui mais c'est pas la même époque, moi ce que je retiens, et c'est pourquoi ils sont des références pour moi, c'est que c'est eux qui ont fondé l'Amérique, qui ont fondé la Constitution, c'est essentiel pour eux, vous voyez, et donc il y a ce même rapport là, et ça me paraît être assez symbolique d'un peuple qui va bien, en vérité, que le fait de retenir, malgré les hommes d'ombre de certains nombres de personnages, eh bien, qu'est-ce qu'il a peu à apporter pour la continuité de mon pays. Mais c'est vrai que ce serait gênant pour un Russe qui battrait sa coupe par rapport à la Grande Guerre patriotique, ce serait un peu difficile à comprendre en fait. C'est pas dans la repentance en termes. Exactement, voilà. Et quand on oublie de rappeler que c'est les Russes qui ont vaincu Hitler, par exemple, quand on ne fait que saluer les Américains, les Français, les Anglais, ça énerve considérablement le Kremlin. Et c'est compréhensible. C'est les Français qui ramènent Colbert au Code Noir, donc les esclavagistes, alors qu'en fait, ce qui est célébré, pourquoi il y a les statuts de Colbert, c'est pas pour le Code Noir, bien évidemment, c'est pour le grand serviteur de l'État. Et donc, on est à mon sens, dans un esprit corrompu par rapport aux questionnements sur l'histoire. Ce qui n'empêche pas d'étudier le Code Noir. Personne n'empêche les gens d'étudier le Code Noir, ni de nier qu'il y a le Code Noir. Ce rapport plutôt sain des Russes par rapport à leur histoire, où ils assument et ils font la part des choses entre ce qui était bien, nous interroge, nous, sur notre propre appréhension qu'on a de notre histoire, où on est très clivé, quoi. Voilà, s'il a fait le moindre défaut, comment dire, on remet radicalement au ce qui pourrait interroger, c'est-à-dire que quelque part, il y a un logiciel chez les Russes auxquels ils ont été confrontés, et pourquoi eux ça a moins abîmé que nous, ça c'est une bonne question, et qu'il me semble qu'il y a le logiciel révolutionnaire, auquel ils sont plus que confrontés, et ce logiciel révolutionnaire, il y a ce côté table rase, me semble-t-il, dans la Révolution, on veut tout refaire, donc quelque part, l'histoire n'est pas notre code, donc ça n'existe pas. Et eux, ils ont réussi à en sortir quelque part, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à retrouver, notamment peut-être par cette épreuve de la Seconde Guerre mondiale, et bien donc ce sentiment de continuité, de fierté. Pour le coup, je pense que il y avait que Staline. Je pense qu'il n'y avait que Staline qui allait jusqu'à aller chercher Ivan le Terrible et montrer une continuité. Dans le Politburo, bien sûr. Je pense qu'on ne parlait pas avant 1917, c'était le mal, et on évitait de sortir de ça, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà du je ne suis pas un connaisseur de la Russie, mais c'était une hypothèse de l'associer à la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui, au-delà donc, des élites, était sécrété dans le peuple, qui fait qu'il y avait un sens de la continuité et une fierté d'être qui, chez nous, face au logiciel révolutionnaire, alors, en tout cas il y a une partie de la population qui est plutôt dans la repentance, comme on disait, donc donc, comme si nous, la table rase, ça commence à sembler fonctionner, alors que chez eux, en fait, cette idée de table rase, au final, il en est sorti, justement pas de la table rase, et l'idée, malgré tout, que notre peuple existe, et malgré ses épreuves, il doit continuer à exister, et il faut être fier de ce que nous sommes.
Je sais pas pourquoi, c'est juste une question qui m'apparaît là comme ça, c'est pourquoi eux, par rapport aux logiciels révolutionnaires, ils ont été moins abîmés que nous, alors que ça a été beaucoup plus loin quelque part en termes d'horreur. Peut-être que c'est lié, peut-être que 1917 a été une telle gifle, ça a été pour eux, en fait 1917 a tellement manqué à ses promesses de paradis sur Terre que c'est difficile d'en être dupe. Peut-être que c'est ça qui fait que rapidement, quand ils ont pu sortir un peu de... Quand le totalitarisme a été levé, avec la perestroïka, glasnost, d'un coup, cette histoire russe s'est rapprochée d'eux. Peut-être que c'est aussi lié à ça. Et c'est vrai qu'en fait, et cette fierté, on la retrouve aussi dans l'Europe centrale, qui a été confrontée au même problème. C'est-à-dire que les Hongrois, les Polonais, etc., même s'il y a des histoires différentes, mais aussi c'est cette violence du totalitarisme qui peut expliquer leur fierté. Au fond, pour nous, la terreur est trop loin. Ça fait 2 siècles et on a oublié. Si je peux me permettre ce parallèle. Oui, c'est tout à fait possible que ce soit... Il y a une certaine réhabilitation du tsarisme, actuellement aussi... Une répétition ? Une réhabilitation. Une réhabilitation ? Oui, il y avait des cérémonies qui ont été organisées. Il y avait un film sur l'amiral... comment il s'appelle ? Kolchak, peut-être ? Oui, Kolchak, sur l'amiral Kolchak, qui était assez grandiose, qui était soutenu par les pouvoirs publics. Donc il y a une certaine... Mais oui, ce serait... en tout cas, ce ne serait pas du tout étonnant de la part de Poutine. À partir du moment où il a coupé les ponts avec l'idéologie communiste, moi je pense même que ce serait tout à fait propre à sa logique. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il me semble renouer avec tout ce qu'on appelle les Russes blancs. Effectivement, il y a l'univers aussi des philosophes, des Russes blancs. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, le grand philosophe qui est parti là dans les bateaux des philosophes, mais qui est mis en avant dans beaucoup de ses discours. Berdyaev peut-être ? Ah, oui, et alors il y en a un autre aussi, bon peu importe, celui qui a fait sur l'inégalité là, je ne sais plus. Mais c'est Berdyaev. C'est Berdyaev, mais il y en a un autre, bon peu importe. En tout cas, merci. On va passer à table. On fera peut-être une autre séance de questions. Notamment, moi j'aimerais bien l'interroger sur son métier, entre guillemets, d'historien vulgarisateur. Et comment on fait quand on entend ça, comment ça marche. Bon, merci à vous. Merci.